Allez, on lance le live. Alors, bonjour Facebook. J'espère que tout fonctionne. On va attendre que tout le monde arrive. Hop, il est midi et demi. On est le 23 octobre. Le live est lancé. Ok, je vois que les premiers spectateurs commencent à arriver. Bonjour, n'hésitez pas à dire bonjour sur le chat, à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Et bien sûr, à poser vos questions pendant le live si vous voulez. On va attendre quelques minutes encore que tout le monde arrive. Ok, on commence à avoir un petit peu de monde. Bonjour tout le monde. J'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Ah, ça y est, je vois tout le chat qui s'affiche d'un coup. Ok, tout va bien. Pauline qui nous dit bonjour, Leïla. Ah, le chat avait un peu de retard de mon côté, c'est pour ça, je vous voyais pas. C'est bon, maintenant je vous vois. Bonjour Colline. Bon, c'est parfait, tout a l'air de fonctionner. Je vais meubler un peu, hein, encore 2 minutes comme d'habitude, le temps que tout le monde arrive, que tout le monde s'installe. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez tous pu télécharger le sujet qu'on va étudier un petit peu aujourd'hui. Si vous n'avez pas eu le temps de télécharger le sujet ou si vous ne l'avez pas encore trouvé, je vous remets un lien vers un drive pour pouvoir l'avoir. Comme ça, vous pouvez le récupérer, vous pouvez le garder. Ça va vous aider un petit peu à suivre. Alors, je vois beaucoup de stagiaires fort profiants, hein, qui suivent le live. Donc, bonjour à tous, hein, je reconnais vos noms. Est-ce qu'on a des candidats au concours qui ne sont pas de fort prof aussi? Faites-vous connaître un petit peu, dites-nous bonjour. Ouais, Adé qui nous dit de mon côté ça coupe pas mal. Alors moi j'ai pas de drop de frame de mon côté, donc c'est peut-être de votre côté, peut-être vous déconnectez, vous reconnectez. A priori moi je suis bon, je suis bien en Ethernet. Bonjour Ange, bonjour Anne-Lise. Bon, maintenant que tout le monde est installé, bah, je vous propose qu'on commence à parler un petit peu de maths, si ça vous va. Alors, je vais passer hop, sur ma scène de présentation. Voilà, on est bon. Ok, donc, pour ceux qui prennent le replay maintenant, bonjour à tous. On se retrouve en live aujourd'hui pour corriger un exercice de maths, pour parler d'un exercice de mathématiques. Au niveau CRPE, ah, alors on me dit que le drive demande un accès. Je vous renverrai après le sujet, il n'y a pas de souci. Sinon, vous allez sur la page de l'événement sur Facebook, vous remplissez le formulaire et vous allez avoir le lien en téléchargement avec le sujet. Donc voilà, on se retrouve pour l'étude d'un exercice niveau CRPE en mathématiques. Alors, avant de commencer un petit peu dans le vif du sujet, c'est un exercice, on a choisi de vous proposer un exercice qui est tiré d'un sujet fort prof de l'année dernière, qui est tiré d'un de nos concours blancs, 2023-2024. Donc c'est un sujet inédit, hein, vous ne le retrouverez pas dans les annales du concours, c'est vraiment quelque chose qui a été fait par nos concepteurs et qui est au niveau du CRPE. Alors vous allez sûrement vous rendre compte au fil de ce live que si vous n'avez pas travaillé le sujet à l'avance ou bien regardé le sujet à l'avance, ça pourrait être un petit peu plus difficile de suivre le direct. C'est normal, il n'y a aucun souci pour ça. Vous aurez de toute façon le replay. Donc si vous n'avez pas eu le temps de bosser à fond le sujet, si ça va un petit peu vite pour vous, vous aurez le replay sur Facebook dès la fin du live et sur vos différentes plateformes, normalement dès cet après-midi ou demain. Donc vous pourrez faire des pauses, remettre des parties, etc. pour pouvoir comprendre un petit peu plus facilement. Bien évidemment, comme d'habitude, chacun a un rythme différent de compréhension et de progression. Donc si jamais c'est un peu trop rapide pour vous, comme je vous le disais, si vous ne comprenez vraiment pas tout, si vous n'en êtes pas encore arrivé à ce point dans vos révisions, ben c'est normal, il n'y a pas de souci, vous gardez le replay dans un coin et vous essayez de refaire l'exercice et de regarder le replay un petit peu plus tard. Voilà, j'ai déjà quelques questions sur le chat qui demandent où est-ce qu'on peut trouver le sujet. Donc le sujet, vous allez dans la page de l'événement sur Facebook, dans la page de ce live, et dans la description, vous avez un petit formulaire pour vous inscrire à ce live. Donc au bout du formulaire, vous le remplissez à fond, et au bout du formulaire, ça vous donnera le lien de téléchargement du PDF. Bien sûr, dans les replays, on vous mettra le sujet téléchargeable un petit peu plus facilement. Donc si vous regardez le replay, ça doit être juste dans la description de la vidéo ou dans un lien juste à côté.
Ok. Et dernière chose aussi, notamment, je pense notamment à nos stagiaires fort profiens, hein, qui vont peut-être se dire, oulala, c'est des notions qui sont un petit peu compliquées, j'y suis pas encore. L'exercice qu'on vous propose, il est du niveau CRPE, donc c'est les attendus vraiment de fin d'année. Vous êtes encore au début de votre formation, donc si vous ne maîtrisez pas encore tout, si vous ne connaissez pas encore toutes les notions, si vous n'avez pas tout, si vous n'avez pas le par cœur ou pas la méthode de réflexion, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'inquiéter pour l'instant, hein. C'est le niveau qu'on attend de vous à la fin de la préparation. C'est pas le niveau qu'on attend de vous maintenant, le 23 octobre 2024. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, les replays vont être mis en ligne. Dès la fin de ce live, vous aurez le replay sur Facebook. On va le mettre normalement demain, je pense, sur notre chaîne YouTube. Et pour la promo Victor Hugo, donc pour les stagiaires fort profiens, je pense que je vais mettre dans la remise à niveau de mathématiques, hein, dans la partie géométrie, à partir de demain. Donc vous aurez le replay et le corrigé voilà, sur Apple Learn, sur votre plateforme e-learning, dans la remise à niveau de mathématiques, dans la partie géométrie. Ok, alors maintenant qu'on a réglé tout ça, on va parler un peu de notre exercice. Donc c'est un exercice qui tourne autour d'un récipient, l'Erlenmeyer, qui est le récipient parfait pour faire style qu'on est un scientifique, mais c'est aussi une figure géométrique intéressante. Alors vous savez, quand un prof de maths vous dit c'est intéressant, ça veut dire c'est compliqué. On le sait bien, hein, mais ça va quand même être un petit peu sympa à regarder. Alors, en soi, la correction n'est pas forcément des plus intéressantes, puisque c'est pas très intéressant de vous donner juste les réponses et une méthode de calcul. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer surtout une méthode de réflexion par rapport à ce genre d'exercice de géométrie avec des figures un petit peu compliquées. Donc, en géométrie, chacun a sa propre façon d'aborder les choses. Moi, je vais essayer de vous montrer ma façon de réfléchir, de décortiquer un petit peu ma façon d'aborder la géométrie. Je pense que ça va en aider certains. Après, si vous avez votre propre façon de réfléchir, que vous arrivez à trouver les bonnes réponses avec une réflexion un petit peu différente, eh ben, il n'y a pas de souci, hein. Vous faites ce qui vous arrange le plus, tant qu'on tombe sur les bonnes réponses à la fin. Alors, ma façon de travailler maintenant, face à une figure ou à quelque chose qui est un petit peu complexe, si vous avez déjà suivi mes capsules vidéo sur Scratch notamment, ça devrait vous paraître un peu familier, hein. Premièrement, je vais essayer de décomposer au maximum ma figure, de l'analyser en détail pour bien visualiser tous les éléments qui la constituent. Ça va me permettre de me l'approprier, ça va me permettre de m'approprier l'exercice, l'énoncé et la figure en soi. Après cette petite étape de décomposition, je vais déjà commencer à réfléchir. Je vais sans forcément répondre directement aux questions, hein, mais de tout ce que j'ai visualisé à la première étape, bah, je vais essayer de déduire des petites choses, de faire des petites réflexions, de commencer à extrapoler des choses, à me dire, ah, tiens, je pourrais peut-être utiliser cette propriété-là ou ce théorème-là. Ça va me permettre d'orienter ma réflexion pour plus tard, et ça va me permettre de répondre plus facilement aux questions. Petit exemple tout bête, si dans une de mes figures je reconnais un triangle rectangle, bah, je peux déjà anticiper, tiens, j'ai un triangle rectangle, je vais peut-être pouvoir utiliser du Pythagore, je vais peut-être pouvoir faire de la trigonométrie. Vous voyez, c'est pas grand-chose, mais ça permet d'orienter la réflexion, et quand j'arrive à une question qui parle de ce triangle-là, bah, je vais pas chercher pendant 10 minutes qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je me serais dit à l'avance que ça sera peut-être du Pythagore, ça sera peut-être de la trigo, donc je peux commencer déjà à tester des choses, à regarder des choses. Vous voyez, ça permet un petit peu d'orienter la réflexion et pas se retrouver devant sa question à réfléchir et à pas savoir par où commencer. Ok, donc on va faire ça ensemble. Alors, je pense que vous voyez normalement mon curseur, donc ça va me servir pour tout à l'heure. Alors, commençons par notre Erlenmeyer, notre récipient en verre à fond plat. Donc, l'énoncé nous dit qu'il est composé d'un cône tronqué pour la partie inférieure et d'un cylindre droit pour la partie supérieure. Donc, on vous représente cette figure dans l'énoncé. Je vous l'ai représenté ici, hein. Vous avez en haut le cylindre et vous avez en bas, ici, le cône tronqué. Donc là, j'ai juste redessiné la figure pour nous permettre de la visualiser et pour nous permettre de commencer l'étape de décomposition. Comme je vous disais, maintenant, on va décomposer à fond la figure en utilisant toutes les informations de l'énoncé que j'ai mises ici sur la gauche de la diapo. Ça va nous permettre de visionner, de visualiser, de décortiquer les différents éléments de la figure. Alors on commence. Premièrement, on nous a dit que l'Erlenmeyer, c'était un cylindre avec un cône tronqué collé en dessous. Donc je les ai séparés ici, pour qu'on les voit un petit peu plus facilement. On voit bien notre cylindre en haut, et on voit bien le cône tronqué ici, en bas. J'ai mis en pointillé le reste de la construction, qui fait apparaître le cône de base, à partir duquel on construit le cône tronqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut décomposer avec ces figures-là, en partant de notre énoncé? Je vais partir sur le cylindre déjà, ici en haut. Et premièrement, une des consignes que j'ai surlignées là à gauche en rouge, S est le centre du cercle de diamètre EF.
Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, tout simplement, le sommet de mon cylindre, ça va être un cercle. Ça va être un cercle qui aura pour centre le point S et qui aura pour diamètre EF. Donc, tout simplement, on visualise que en haut de mon cylindre, ce qui ne se voit pas forcément tout de suite, là on voit bien qu'on a un cercle, un disque, en haut du cylindre. Ensuite, en rouge aussi, l'énoncé nous dit que SF mesure 1,5 cm. Donc on peut déjà se noter que le rayon de ce cercle-là, qui forme notre cylindre, mesure bien 1,5 cm. Si on a besoin du diamètre, bah, ça sera le double. Hein. Vous connaissez le rapport entre le rayon et le diamètre d'un cercle. Donc voilà, on voit déjà un peu plus clairement que chaque consigne, chaque ligne ici à gauche, est traduite directement, peut se traduire directement par un petit élément de la figure qu'on peut voir en la décomposant. Alors même chose ici, ce que j'ai surligné en bleu, on nous dit que S' est le centre du cercle de diamètre DC. C'est exactement la même chose ici, hein, j'ai juste représenté ce cercle-là ici à droite de ma présentation. Donc on voit bien, on a détaché entre guillemets les deux cercles qui vont former notre cylindre. Pour l'instant, ça ne nous sert pas à grand chose, on enfonce les portes ouvertes, hein, mais vous allez voir que tout à l'heure, ça va commencer à nous servir. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ici en vert? Et là, c'est un petit peu plus intéressant. On nous dit que S' est le projeté orthogonal du point S sur la droite DC. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un projeté orthogonal? Pour ceux qui ne le savent pas encore, tout simplement, projeté orthogonal, c'est que je vais prendre ici mon point S, et je vais les faire descendre sur la droite DC, de manière à ce que ça forme un angle droit. Hein, orthogonal, en maths, ça veut plus ou moins dire angle droit. Ok, donc j'ai fait une droite S', qui est perpendiculaire à la droite DC. C'est ce que j'ai représenté ici, à droite de mon dessin. Ça, c'est pas forcément quelque chose qui se voit au premier abord sur la figure de l'Erlenmeyer, donc c'est un des éléments qui est intéressant à visualiser à part. Et on voit très bien, du coup, que l'angle S', C est un angle droit. Alors, petit rappel, hein, quand je dis S', la notation S avec une apostrophe, ça se lit prime. Et quand il y a deux apostrophes en maths, ça se lit seconde. Donc on aura le point S seconde tout à l'heure. C'est S avec deux apostrophes. Ok, on a fini d'analyser un petit peu l'intérieur de la composition de notre cylindre. On va passer maintenant au cône. Ce qui est surligné ici en orange, bah, tout simplement, c'est un petit peu la même chose. Hein. On sait que S seconde, du coup, c'est le centre du cercle de diamètre AB, c'est-à-dire la base du cône. Et on sait que le rayon de ce cercle-là, il vaut 7,5 cm, la distance S seconde B. Encore une fois, on enfonce des portes ouvertes, mais c'est important pour plus tard. Et dernièrement, et là ça va être plus intéressant, qu'est-ce qu'on nous dit ici en jaune? S seconde est le projeté orthogonal du point S sur la droite AB. Donc si je prends le point S et que je le fais descendre sur la droite AB, ça va me donner ici cette figure-là, ce triangle que je vous représente à droite, mais que vous pouvez voir également à l'intérieur du cône, ici à gauche. J'espère que tout le monde le voit sur le chat, hein. Dites-moi si c'est clair pour vous, sinon je pourrais répéter, il n'y a pas de souci. Camille qui nous dit « Je ne reçois plus la vidéo ». Alors essayez de vous déconnecter et reconnecter, normalement ça devrait marcher. Moi j'ai tout à l'air de fonctionner de mon côté, je suis bien connecté. Donc je disais, ce projeté orthogonal, S seconde, projeté orthogonal du point S sur la droite AB, effectivement, ça nous dit quoi? Ça nous dit que l'angle S seconde B, ici, cet angle-là, c'est aussi un angle droit. C'est ce que veut dire projeté orthogonal. Donc vous voyez, on commence peut-être à voir des choses, déjà en analysant bien les consignes et la figure, qu'on ne voyait pas forcément, qu'on ne visualisait pas forcément, juste en lisant l'exercice et en lisant les questions. Okay, c'est ça l'intérêt de cette étape de décomposition. Autres éléments de la consigne, on a la hauteur du cône, la longueur S seconde, donc on le voit, c'est la hauteur du grand cône, hein, qui est égale à 21,5 cm. Et on voit également une dernière donnée, qui est que la droite S'(C) est parallèle à la droite S seconde B. Alors, si vous êtes attentif, vous avez vu ici que j'ai oublié une parenthèse pour la droite, la parenthèse ouvrante là, mais on voit que mes deux droites ici en jaune, S'(C) et S seconde B, sont parallèles. Ça, c'est inclus dans l'énoncé, c'est une donnée qu'on a. Ok, alors on a fini un petit peu la décomposition de notre figure en différents éléments plus simples qu'on peut visualiser. Ça, c'était la première étape, la décomposition. Pour l'instant, vous allez me dire, c'est peut-être pas forcément très utile, à part de bien voir de quoi la figure a l'air et de bien décomposer notre figure en 3D. Maintenant, ce qui va être plus intéressant, c'est la deuxième étape, que j'appelle l'étape de reconnaissance. Là, on va commencer à réfléchir un petit peu
sans forcément trop se pencher sur les questions, sur des théorèmes, sur machin, sur truc. On va réfléchir un peu à ce que nous dit la figure, ce que nous disent les différents éléments de l'énoncé, et ce qu'on peut en déduire. Par exemple, ici, si je reprends le cylindre en haut, je sais que S, c'est le centre du cercle EF, de diamètre EF, et S', c'est le centre du cercle de diamètre DC. Ces deux cercles, c'est la base et le sommet de mon cylindre. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je peux en déduire? Eh bien que S', c'est tout simplement la hauteur du cylindre. Vous voyez, c'est un élément qui n'est pas mis clairement dans l'énoncé, mais c'est un élément qu'on peut déduire assez facilement et qui sera peut-être utile plus tard. S', c'est bien la hauteur du cylindre. Dites-moi sur le chat si vous le voyez bien tous. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut déduire de plus de tout ça? On sait que l'énoncé nous le dit, hein, le sommet de l'Erlenmeyer, c'est un cylindre droit. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces deux cercles-là, et notamment le diamètre ou le rayon des deux cercles qui forment la base et le sommet de mon cylindre, seront parallèles. Donc, ça veut dire que SF et S', déjà, seront parallèles, et qu'en plus, comme c'est un cylindre droit, les deux cercles ont exactement les mêmes dimensions. Donc ça veut dire que SF, qui est égal à 1,5 cm, S', aura exactement la même longueur. Vous voyez, c'est une info qu'on n'avait pas dans l'énoncé. Par contre, on vient de déduire la mesure de la longueur S', qui sera peut-être utile dans les questions à l'avenir. Donc, encore une fois, faire cette petite réflexion, ça nous emmène vers des points qu'on n'avait pas forcément et qu'on va garder dans un coin de la tête parce qu'on s'en servira peut-être plus tard. Autre exemple maintenant, si on passe au cône. Donc, je vous rappelle que ici on est sur un cône tronqué, donc c'est que le dessin blanc qu'il faut prendre en compte, hein, c'est pas les pointillés en haut. Un cône tronqué, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est rien de plus qu'un cône normal auquel on a enlevé au-dessus un plus petit cône. Ok? On a lu les questions quand même de l'énoncé, on a vu des formules sur des calculs de volume, donc on se doute bien que quelque part dans l'exercice, il va falloir calculer le volume de cette figure-là. Et ce qu'on peut ici, là où on peut s'avancer un petit peu, c'est de se dire, bah, finalement, mon cône tronqué, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est rien de plus qu'un gros cône auquel on a enlevé un plus petit cône. Donc si jamais on arrive à calculer le volume du grand cône et qu'on arrive à calculer le volume du plus petit cône, on arrivera tout simplement avec une soustraction à calculer le volume du cône tronqué. Encore une fois, là on ne répond pas à une question, on ne fait pas de calcul, on ne fait rien du tout, on visualise simplement des étapes qui pourront peut-être nous servir plus tard. Vous voyez, on garde dans un coin de la tête que si on nous demande le calcul du cône tronqué, ah bah tiens, on va pouvoir passer par là. Et ça va nous aider. Ensuite, autre étape de réflexion, de reconnaissance, et là je vais partir sur le petit dessin que j'avais à droite avec tous mes triangles. Je reconnais tout d'abord que le triangle S', ici en orange, il a un angle droit. C'est donc un triangle rectangle. Et là, quand je dis triangle rectangle, ça me met automatiquement la puce à l'oreille. J'ai un triangle rectangle, peut-être que je vais pouvoir faire du théorème de Pythagore, peut-être que je vais pouvoir faire de la trigonométrie, peut-être que ça va pas du tout s'appliquer, que je pourrais rien faire de ça dans l'exercice, mais en tout cas, c'est quelque chose que je garde en tête, c'est une possibilité parmi d'autres. De même, le grand triangle de cette figure, donc le triangle S, S seconde B, c'est aussi un triangle rectangle. Donc peut-être que plus tard dans l'exercice, je l'utiliserai pour du Pythagore. Peut-être que plus tard dans l'exercice, je l'utiliserai pour la trigonométrie. Ou peut-être que plus tard dans l'exercice, je l'utiliserai pas du tout, j'en aurai pas besoin et ça m'aura servi à rien, mais c'est pas bien grave. Ok? Et ensuite, dernière chose qu'on peut voir avec cette figure, et ben là, on a deux triangles. On a des droites S', et S seconde B ici qui sont parallèles, on l'a vu tout à l'heure. Et ça, qu'est-ce que c'est? Et ben, c'est des triangles qui sont dans une configuration propre à l'utilisation du théorème de Thalès. Donc peut-être qu'on pourra, éventuellement pour répondre à des questions, utiliser le théorème de Thalès. En tout cas, la configuration de notre figure nous permettrait de l'utiliser si jamais ça remplit toutes les conditions. Donc vous voyez, c'est pas encore dit qu'on l'utilise, c'est pas encore dit qu'on l'utilise pas, mais en tout cas, cette petite étape de réflexion nous permet vraiment de commencer à voir quel tiroir dans notre mémoire on va ouvrir, sur quel chapitre, quelle notion on a révisé, quelle notion on connaît, et ça nous permet vraiment d'orienter la réflexion pour plus tard. Alors, est-ce que cette petite partie décomposition reconnaissance déjà est claire sur le chat? Dites-moi si vous avez des questions, j'y réponds maintenant. Et ensuite, on passe dans le vif du sujet, on passe sur les questions, et vous allez voir, ça va illustrer directement ce que je vous dis ici depuis 5-10 minutes. Donc je rappelle que cette vidéo sera en replay effectivement dans la remise à niveau de maths pour les forts profiens et sur Facebook ou sur YouTube pour les non forts profiens. Ok, je vois des ok sur le chat, donc je vais continuer, pas de souci.
Bon, bah, on passe dans le vif du sujet maintenant. Question 1, déterminer la longueur en centimètres du segment SS'. Alors premièrement, le segment SS', qu'est-ce que c'est? Et c'est là où on va se servir de nos premières étapes de reconnaissance. Où est-ce qu'on a vu ce SS'? Eh ben on l'a vu dans le cylindre tout à l'heure. On s'est même dit que c'était la hauteur du cylindre d'ailleurs, donc c'est intéressant. Bon, a priori, il n'y a rien là-dedans qui va nous indiquer comment calculer sa longueur, mais on l'a vu là. Et s'exprime aussi, on l'a vu dans le cône, puisque c'est la hauteur du petit cône qu'on a enlevé pour faire le cône tronqué. Donc pareil, ici, on n'a aucune info de mesure, on n'a pas grand-chose, donc ça va pas beaucoup nous servir. Où est-ce qu'on a vu SS' sinon dans notre décomposition? On l'a vu ici, dans notre figure, avec tous les triangles rectangles, avec la configuration Thalès, etc. Et là, ça commence à devenir intéressant, puisque vous voyez, on a déjà commencé à faire la moitié du cheminement de réflexion. On a des pistes qui sont possibles. Par exemple, ici, je suis dans un triangle S''C, qui est un triangle rectangle. Je pourrais peut-être, est-ce que je pourrais pas faire du théorème de Pythagore? Puisque j'ai la mesure de S''C, on l'a trouvé tout à l'heure, on l'a déduit tout à l'heure à la première étape. Par contre, j'ai pas la mesure de l'autre côté. Donc a priori, Pythagore, ça va être un peu compliqué de l'utiliser. Cette option-là, ça va pas être possible, on annule. Je suis dans un triangle rectangle, est-ce que je pourrais pas faire de la trigonométrie? Et bien pour le coup, j'ai aucune mesure d'angle. Donc pour faire de la trigonométrie, des cosinus, des sinus, ça va être un peu compliqué aussi. Donc a priori, je vais pas pouvoir non plus faire de trigonométrie. Maintenant, on avait vu tout à l'heure qu'on est sur des triangles aussi qui sont en configuration Thalès, entre guillemets. Est-ce que je pourrais pas utiliser le théorème de Thalès pour m'en sortir? Et bien on va regarder un peu plus en détail. Est-ce qu'on arrive à remplir les conditions du théorème de Thalès et est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce que le théorème de Thalès peut nous permettre de répondre à notre question? Alors, est-ce qu'on remplit les conditions Thalès? Premièrement, on est dans des triangles. Hein, SS''C et SS''B sont des triangles. Ensuite, les points S, S' et S' et les points S, C et B sont alignés dans le même ordre. Donc ça c'est important, vous savez, parce qu'il y a différentes configurations de triangles pour le théorème de Thalès. Donc il faut bien que les points soient alignés dans le même ordre. Et ensuite, on sait que les droites S''C et S''B sont parallèles. Donc, a priori, oui, on a réuni toutes les conditions possibles pour que le théorème de Thalès soit applicable dans cette figure-là, dans cette configuration-là. Alors maintenant, vu qu'on a ces conditions qui sont réunies, contrairement à ce qu'on avait pour Pythagore et pour la trigonométrie tout à l'heure, là nos conditions sont réunies, donc on va essayer de creuser un petit peu. Que nous dit le théorème de Thalès, puisqu'on peut l'appliquer dans cette figure? Eh bien, il nous dit que les rapports de ces différentes longueurs sont égaux. Ici, en rouge, en orange et en bleu, S' sur SS' est égal à SC sur SB est égal à S''C sur S''B. Alors, je donne beaucoup de noms de droite, etc. Donc, j'ai conscience que ça peut aller un petit peu vite. Si ça va encore un petit peu vite pour vous, le live, bien sûr, vous avez le replay. Mettez-le un peu plus lentement, faites des pauses, le temps de bien redessiner vos figures, etc. Vous allez voir, ça va aller quand vous le ferez à votre rythme. Alors, on a ces rapports-là maintenant qui sont égaux, du coup, avec notre théorème de Thalès. Est-ce qu'on a des données chiffrées maintenant qui correspondent? SC et SB, mes segments ici en orange, on n'a pas leur mesure. Donc, on ne va pas pouvoir s'en servir. Par contre, SS', on l'a cette mesure. C'est la hauteur du cône, c'est 21,5, on l'a vu dans l'énoncé, dans la décomposition de tout à l'heure. On a aussi la mesure de S''B, puisque c'est le rayon de la base du cône, c'était dans l'énoncé, 7,5 cm. Et la mesure de S''C, eh ben on l'a vu tout à l'heure, on l'a déduit tout à l'heure, vous savez, avec la base, les deux cercles qui formaient les bases du cylindre, on a déduit que S''C, c'était 1,5 cm. Donc, on a trois mesures, et il nous en manque plus qu'une dans ce rapport-là. Ça veut dire que si on maîtrise un petit peu la résolution d'équations ou le bidouillage de fractions, on va pouvoir tout simplement calculer SS' facilement. On a SS' divisé par 21,5 égale 1,5 sur 7,5. C'est-à-dire, je bidouille un petit peu mes fractions, SS' est égal à 1,5 fois 21,5 divisé par 7,5, c'est-à-dire que SS' est égal à 4,3. Là, on a trouvé la mesure de la hauteur SS'. Attention, et je vous en supplie, quand vous rédigerez vos réponses, on vous demande une longueur en centimètres, vous répondez une longueur avec des centimètres dedans. Si vous répondez SS' égale 4,3 et que vous passez à la question d'après, si le correcteur est de mauvaise humeur, c'est 0. Donc pensez bien au CRPE à mettre toujours les unités quand elles sont demandées pour répondre aux questions dans votre rédaction.
Là, je ne vous montre pas en détail la rédaction, hein, je vais vous laisser acquérir cette méthodologie au fur et à mesure de l'année. Je vous montre juste la réflexion et les calculs. Mais n'oubliez pas, dans la rédaction, s'il vous plaît, les unités, c'est hyper important. Ok, donc on a réussi à répondre à notre première question. On a fait un Thalès. Alors je vois sur le chat qu'il y a eu déjà eu tout bon, c'était bien. Parfait. Alors si vous n'avez pas eu tout bon, encore une fois, bah, vous allez pouvoir vous exercer, hein. On est toujours sur l'échec productif ici. Donc si vous n'avez pas tout bon, c'est l'occasion de comprendre. Mélis qui nous demande est-ce qu'on doit mettre l'unité juste dans la phrase de réponse ou dans le calcul aussi obligatoirement. Non, vous la mettez dans la phrase réponse. Dans le calcul, c'est pas obligatoire. Là, je l'ai mise ici parce que j'ai pas voulu faire de phrase réponse et de rédaction détaillée. Mais vous la mettez dans votre phrase réponse. Par contre, il faut que ça apparaisse effectivement à la fin. Ok, on passe à la suite. Question 2. Calculer le volume exact de la partie supérieure, donc le cylindre, en centimètres cubes. Donc, la partie supérieure de l'Erlenmeyer est un cylindre. Pour calculer son volume, on a besoin de plusieurs choses. Vous savez, peut-être, si vous l'avez déjà appris, sinon vous le saurez plus tard, que le volume du cylindre, c'est tout simplement l'aire de sa base multiplié par sa hauteur. Alors ici, la hauteur du cylindre, bah, vous vous souvenez, on l'a vu un peu partout, puisqu'on vient de la calculer. C'est SS', c'est 4,3 cm. Encore une fois, vous voyez sur ma petite figure ici en haut à gauche, bah, notre étape de décomposition et de réflexion au début, ça nous a permis de faire directement le lien entre la longueur SS' et la hauteur du cylindre. Donc quand je me dis, ah bah je calcule le volume du cylindre, j'ai besoin de la hauteur, bing, la hauteur, elle est là, on a déjà trouvé ce que c'était, et on l'a déjà calculé à la question d'avant. Donc il n'y a pas besoin de réfléchir, on peut partir directement sur cette valeur-là. Il nous manque juste du coup l'aire de la base, donc l'aire du disque. L'aire d'un disque, vous connaissez ou vous connaîtrez pour le concours sa formule, hein, c'est pi fois le rayon au carré. Donc ici, pi fois la longueur SF au carré, ou la longueur S'(C) d'ailleurs, puisque les deux cercles sont les mêmes, les deux disques pardon, sont les mêmes, donc vous prenez le rayon que vous voulez, et il nous suffit de faire ce petit calcul. Donc le volume de mon cylindre, ça sera pi fois 1,5 au carré fois 4,3. Et là, c'est là où on va commencer à avoir un petit piège, parce qu'ici, on nous demande le volume exact de ce cylindre. Et quand on parle de exact, ça veut dire qu'on veut un volume qui n'est pas 1 milliard de chiffres après la virgule. Donc si vous multipliez quelque chose par pi, il va y avoir des milliards de chiffres derrière la virgule. Vous allez être obligé de faire une valeur approchée, et c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande une valeur exacte. Donc quand on vous demande une valeur exacte en maths, c'est soit sous forme d'un entier ou alors d'un nombre décimal mais qui a une quantité de décimales très limitée, soit sinon sous forme d'une équation irréductible, ou alors tout simplement vous laissez le pi. Ici, la valeur exacte de mon volume, c'est 1,5 au carré fois 4,3, c'est-à-dire 9,675 fois pi centimètres cubes, et ça c'est le volume exact du cylindre. Si on multiplie par pi, on arrive à un volume d'à peu près 30,394 et quelques, avec plein de décimales derrière, centimètres cubes, ça, c'est une valeur approchée. Ce n'est pas la valeur exacte. Donc c'est un piège qui est très très courant en maths au CRPE. Quand on vous demande une valeur exacte, il faut faire attention à garder les pi dedans, ou alors que ça soit sous forme d'une fraction irréductible. Mais il ne faut pas faire une valeur approchée en arrondissant quelque chose qui a beaucoup de chiffres derrière la virgule. Ok, ça peut vous coûter tous les points de cette question-là, puisque vraiment, l'énoncé, c'est volume exact. Donc si le correcteur n'a pas le volume exact, même si votre calcul est juste, bah, vous aurez peut-être la moitié des points, parce que le raisonnement, le calcul est juste. Par contre, vous allez manquer bêtement des points en concours. Donc attention. Vous pouvez aussi laisser en fraction si vous voulez. Après, là, il n'y a pas trop de fraction qui est applicable. Le résultat ne se trouve pas sous forme de fraction. Mais si c'est un résultat sous forme de fraction et que sous format décimal, il y aurait un nombre infini de chiffres derrière la virgule, effectivement, vous le laissez sous forme de fraction. C'est la valeur exacte. Pareil, si vous avez, je sors un peu du cadre de l'exercice là, mais si vous avez une valeur qui est racine de 2, par exemple, bah, racine de 2 est égale à environ 1,41, etc., etc. Si vous voulez une valeur exacte, vous laissez racine de 2. Et vous faites tous vos calculs avec racine de 2, parce que c'est la valeur exacte. Sinon, si vous faites des calculs avec des valeurs approchées, vous allez tomber sur des résultats qui seront faux. Ok, donc on fait très attention, piège courant au CRPE, différence entre valeur exacte et valeur approchée. Ok, on a fini cette question, on va passer à la troisième. Calculer le volume exact de la partie inférieure en centimètres cubes, en déduire le volume total de l'Erlenmeyer. Donc, ce qu'on veut calculer ici, c'est le volume exact, du coup, du cône tronqué. Ça tombe bien, on y a déjà un peu réfléchi en début d'énoncé. On s'est dit que bah, si on a le volume du gros cône et qu'on enlève le volume du tout petit cône, eh ben, on va avoir le volume du cône tronqué assez facilement. Donc, finalement, cette question-là, bah, ça va être de calculer deux volumes pour pouvoir trouver facilement le volume de notre cône tronqué.
Et on doit calculer du coup deux volumes de cônes. Ça tombe bien, la formule du volume d'un cône est rappelée dans l'énoncé. C'est une formule qui peut être bien à connaître aussi, mais en général, les formules un peu complexes comme ça, elles sont rappelées dans l'énoncé. Entraînez-vous quand même à les apprendre au cas où, hein, on ne sait jamais si c'est pas marqué dans l'énoncé, si vous n'avez pas cette aide-là, ça peut être utile de les connaître par cœur. Alors donc, on va calculer le volume du grand cône, et on va lui enlever le volume du petit cône, tout simplement. Alors le volume du grand cône, eh ben, si j'applique tout simplement la formule qui est écrite dans l'énoncé, c'est pi fois le rayon de la base, donc s seconde b au carré, multiplié par la hauteur totale. La hauteur totale du grand cône, c'est s', hein, on l'a eu dans l'énoncé au tout début. Donc bah, il nous suffit de rentrer toutes ces infos-là dans la calculatrice, on développe le calcul, et comme on veut un volume exact, on va laisser pi tout seul, on ne va pas multiplier par 3,14 et quelques. On aura un volume que j'ai appelé V1, ici le volume du grand cône, qui est de 403,125 pi. Centimètres cubes si vous voulez. Là on est en plein milieu des calculs, je ne l'ai pas mis, mais on se comprend. Ok. Alors, on a calculé le volume du grand cône. Maintenant, on va calculer le volume du petit cône. C'est exactement pareil, on va utiliser la même formule, sauf que eh ben, le rayon de la base du petit cône, ça sera S'(C), donc on a calculé tout à l'heure, hein, c'est 1,5 cm. Et la hauteur du petit cône, ça ne sera pas s seconde, ça sera s', qu'on a calculé à la question 1. Donc ça tombe bien, on a déjà cette valeur. Donc c'est pareil, on rentre tout dans nos calculatrices, on calcule tout, et on arrive à un volume V2, le volume du petit cône, qui est de 3,225 pi. Encore une fois, on est sur un volume exact. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, si je veux le volume du cône tronqué, je prends le volume 1, le grand cône, je lui enlève le volume 2, le petit cône, c'est 403,125 pi moins 3,225 pi. Ça nous donne un volume de 399,9 pi centimètres cubes. Ok, on ne va pas chercher plus loin que ça, on est sur une valeur exacte, on a mis nos centimètres cubes, on rédige notre réponse et on est bon. Est-ce que cette étape de calcul est déjà assez claire sur le chat? Dites-moi s'il faut que je réexplique maintenant. Alors, je vois Adé qui nous a demandé pour la première question, est-ce qu'on doit réécrire le théorème de Thalès général? Pas forcément le réécrire, mais par contre, il faut, dans la rédaction, il faudra bien mettre ses conclusions, bien prouver qu'on est dans une situation propre à l'application du théorème de Thalès, et après écrire les rapports en disant d'après le théorème de Thalès, blablabli, blablabla. Donc ça, je vous laisserai apprendre la rédaction au fur et à mesure de l'année avec vos professeurs, hein. Ok, bon, ça a l'air d'être bon pour tout le monde cette question-là. C'est parfait. Alors, j'ai pas fini la question, hein, je continue. Puisque on veut en déduire le volume total de l'Erlenmeyer. Ça, d'ailleurs, j'en profite, c'est un petit piège aussi courant au CRPE, c'est les doubles consignes. Là, vous venez de passer peut-être un quart d'heure à calculer le volume exact de la partie inférieure, vous êtes tombé sur le bon résultat, super. Vous êtes fatigué, vous en avez marre, vous passez à la question d'après, et vous avez oublié qu'il y avait une autre étape de calcul derrière. Vous n'avez que la moitié des points, puisque vous avez oublié la moitié de la réponse. Donc, quand vous avez des questions comme ça, n'hésitez pas à surligner peut-être chaque question qu'on vous pose, à bien vous dire attention, ici on attend deux réponses, le volume de la partie inférieure et le volume total. Donc pour trouver le volume total, bah, ça va être simple, hein. L'Erlenmeyer, c'est le cône tronqué avec le cylindre posé par-dessus. Donc on va juste additionner le volume du cône tronqué qu'on a trouvé et le volume du cylindre qu'on a trouvé à la question d'avant. On arrive sur un volume total de 409,575 pi centimètres cubes. On est encore sur du volume exact pour l'instant. Donc là, on a juste additionné les réponses aux deux questions précédentes. Rien de très compliqué a priori. Ça nous emmène à la quatrième question, qui commence à devenir un petit peu plus technique, puisque là, il y a des figures en plus, il y a des formules en plus qui ont l'air compliquées, etc. On nous donne le volume, la formule de calcul du volume d'un cône tronqué, et on nous demande, en utilisant cette formule, de retrouver le résultat précédent. Alors, c'est là où notre décomposition va nous aider un petit peu aussi, puisque cette formule du calcul de volume, je l'ai réécrite ici, hein, donc la hauteur ici en jaune, le premier rayon ici, le grand rayon en vert, et R2, le deuxième rayon en bleu. La hauteur déjà, qu'est-ce que c'est? Ben, la hauteur, on la connaît, puisque la hauteur du cône tronqué, c'est la distance entre S' et S seconde. Et on ne l'a pas encore calculé, mais par contre, on a S seconde et on a S'. Donc finalement, la hauteur de notre cône tronqué, bah, tout simplement, c'est 21,5 moins 4,3. Hein, c'est ce qu'on avait dans l'énoncé, moins ce qu'on a calculé à la question 1. Ça nous permet ici d'avoir la hauteur ici en rouge, S', S seconde, tout simplement. Ensuite, dans notre formule, on garde notre pi sur 3.
Et on va remplacer après le rayon R1 et R2 par leurs équivalents. R1, on a dit que c'était la base du cône tronqué, donc ici c'est la distance S seconde B, c'est-à-dire 7,5 cm, c'était dans l'énoncé. Et R2, ici, c'est le deuxième rayon, donc le rayon du sommet du cône tronqué, qui est égal à la distance S'C. On l'a vu tout le long de l'énoncé, cette distance c'est 1,5 cm. Donc à partir de là, on a tous ces chiffres, on a toutes les bonnes valeurs, il suffit de tout remplacer, de tout rentrer dans notre calculette, de faire le calcul, et on retombe sur un volume qui vaut exactement 399,9 pi cm3. On a bien répondu à la question, on a retrouvé avec cette formule le résultat de la question précédente. Donc tout est bon, on est carré. C'est pratique d'ailleurs ce genre de questions, parce que si vous utilisez la formule, que vous êtes sûr d'avoir les bonnes infos au niveau de la formule et que vous ne tombez pas sur le même résultat, ça veut dire que vous êtes peut-être planté à la question d'avant, il va falloir y retourner et il va falloir retrouver le bon résultat. Donc ce genre de questions vous permet un petit peu de vérifier aussi vos réponses aux questions d'avant, donc c'est intéressant si vous vous reste du temps dans l'épreuve et si vous n'avez pas forcément les mêmes réponses, de vous dire bah, j'ai dû faire une erreur, il y a peut-être une faute d'inattention, il y a un plus que j'ai transformé en moins dans une étape ou quelque chose comme ça. Je retourne à la question d'avant et je bidouille un peu, je trouve mon erreur et je retombe vraiment sur mes pattes, sur le même résultat. On nous aide ici en nous disant qu'on doit tomber sur la même chose, donc autant s'en servir et autant rester sur le même résultat. Ok. Il va nous rester maintenant les dernières questions. Donner la valeur arrondie au décilitre près de la capacité maximale de l'Erlenmeyer. Alors là, vous voyez qu'on a des valeurs arrondies. Donc on va arrêter de discuter avec des pi. Hein. Notre pi, on va dire 3,14 et quelques, on va multiplier. Comme ça, on pourra avoir des valeurs arrondies, plus des valeurs exactes. Donc je rappelle le volume total de l'Erlenmeyer, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 409,575 pi cm3. Maintenant, la clé pour réussir ce genre d'exercice, passer des centimètres cubes, passer du volume à la capacité, passer des centimètres cubes au litre, c'est de retenir une seule chose, en tout cas moi je retiens une seule chose, c'est que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. C'est-à-dire que si vous prenez un cube de 10 cm de côté, vous pouvez mettre exactement 1 litre dedans. Donc ça va nous permettre de faire nos conversions tranquillement. Ici, mon volume total, valeur arrondie, valeur approchée, c'est à peu près de 1286,72 et quelques centimètres cubes. Donc, je vais le convertir en décimètres cubes. Comme on est dans les cubes, pour convertir des centimètres en décimètres, je vais décaler ma virgule de 3 rangs vers la gauche. Mon volume total est d'environ, on va la rapprocher, 1,29 décimètres cubes. Et donc, comme 1 décimètre cube est égal à 1 litre, eh ben, je vais avoir un volume total de 1,29 litres. Et ma réponse doit se faire en décilitres, donc je vais reconvertir ici en décilitres. Comme je ne suis plus dans les cubes, je suis juste dans les litres, j'ai juste à décaler ma virgule de 1 rang vers la droite, et je vais tomber sur un volume total d'une valeur arrondie, d'une valeur approchée, de 12,9 décilitres. Comme on veut une valeur arrondie au décilitre près, j'arrondis ça, ça me fait un volume de 13 décilitres. Et là, on est bon, on a trouvé une valeur arrondie au décilitre près de la capacité maximale de l'Erlenmeyer. Donc tout ce que vous avez besoin ici pour répondre à cette question, c'est de maîtriser un petit peu le tableau des conversions. Hein. Quand on va des centimètres au décimètre, ben, on décale vers la gauche. Si on est dans les centimètres, on décale d'un rang. Si on est dans les centimètres carrés, on décale de 2. Si on est dans les centimètres cubes, on décale de 3, etc. Et si vous avez ensuite le rapport 1 décimètre cube égale 1 litre, on est bon. Alors je vois dès qu'il pose la question, oui, dans les remises à niveau, vous avez les tableaux de conversion, effectivement, c'est dans le chapitre qui s'appelle conversion sur des mesures, il me semble, quelque chose comme ça. En tout cas, oui, c'est vers la fin de la remise à niveau, vous avez tout ce qu'il faut pour apprendre à convertir. Ok, maintenant, il va nous rester notre dernière question, en espérant que la réponse d'avant était claire. Si on verse de l'eau, question 6, si on verse de l'eau dans l'Erlenmeyer jusqu'à une hauteur de 18 cm, calculez le volume d'eau au centimètre cube près, vous donnerez la valeur arrondie au centimètre cube près. Alors, il va être bien, ici, de se rappeler certaines de nos valeurs, puisque on va verser de l'eau dans l'Erlenmeyer jusqu'à une hauteur de 18 cm. On se rappelle que la hauteur totale de l'Erlenmeyer est de 21,5 cm. On l'a vu tout à l'heure, un peu partout, dans les énoncés, dans nos décompositions. Et on se rappelle aussi de ce qu'on a vu au fil de notre exercice. Sur ces 21,5 cm, il y a 17,2 cm de cône tronqué, c'est la hauteur tout à l'heure qu'on a calculé, S' S seconde, et il y a 4,3 cm, SS', question 1,
4,3 cm de cylindre. Donc, ça nous permet de voir déjà plusieurs choses. Ça nous permet de voir que l'Erlenmeyer est rempli jusqu'à 18 cm. 18 étant supérieur à 17,2, j'espère que je surprends personne. Le cône tronqué est rempli. Donc au final, on ne va pas s'embêter avec le cône tronqué. Le volume d'eau dans l'Erlenmeyer est déjà au moins égal à celui du cône tronqué. Donc vous avez déjà un volume de 399,9 pi cm3. Maintenant, qu'est-ce qui va nous rester? 18 cm moins 17,2, ça veut dire qu'on aura 0,8 cm d'eau dans notre cylindre. Donc, il nous suffit juste de calculer un volume. Finalement, on aura un cylindre d'eau d'une hauteur de 0,8 et d'un rayon de 1,5. Donc, on va reprendre la formule de tout à l'heure du calcul du volume du cylindre. Pi fois 1,5 au carré fois 0,8 cette fois-ci. On arrive à 1,8 pi cm carré. Donc, il y a ce volume-là d'eau dans le cylindre. Maintenant, il suffit de faire une addition. 399,9 pi plus 1,8 pi. Donc, ce qu'on a mis dans le cône tronqué plus le petit bout du cylindre qui est rempli. On arrive à un volume total de 401,7 pi, soit une valeur approchée en centimètres cubes. On multiplie par pi, hein, bien sûr. Une valeur approchée au centimètre cube de 1262 cm cubes. Et là, on est bon, on a réussi à calculer le volume d'eau au centimètre cube près dans notre Erlenmeyer rempli à 18 cm. Et on a terminé cet exercice. Alors je vois des petites questions sur le chat, je vais y répondre juste après. Mais pour conclure un petit peu cet exercice et le travail qu'on a fait, voilà, moi l'important, c'était pas forcément les réponses aux questions, c'était de vous montrer un petit peu les méthodes et les étapes de réflexion que moi j'utilise. Vous n'aurez pas forcément les mêmes, bien sûr, mais j'espère avoir pu vous montrer l'utilité du coup de décomposer à fond une figure ou un énoncé, puis de commencer déjà à y réfléchir avant même de se creuser, de se poser à fond dans les questions. Commencez à réfléchir, commencez à déduire des choses, commencez à ouvrir des tiroirs dans votre mémoire. Ça vous permet vraiment d'orienter vos réponses et votre réflexion sur les questions, et ça vous permettra de gagner du temps au concours. Voilà, alors je vais repasser sur ma scène normale. On a fini avec les corrections. J'ai vu des petites questions intéressantes sur le chat, donc je vais y revenir. Donc il y a plusieurs personnes qui m'ont dit est-ce qu'il ne faudrait pas arrondir à 12 décilitres et pas 13 décilitres comme c'est un contenant? Alors effectivement, vous auriez raison dans un cadre scientifique, mais là on est en maths, on est dans le théorique, donc on nous a demandé vraiment un arrondi au centimètre cube près le plus proche. Donc on fait un arrondi au plus proche. Même si effectivement, dans l'absolu, si on essayait dans la pièce, je mettrais un petit peu d'eau sur la table si je mettrais 13 décilitres. Mais ça, c'est pas important pour les maths, on est vraiment sur du calcul théorique là, on n'est pas sur de la physique. Voilà. Alors. Hop, je regarde un petit peu les questions. AD qui nous dit j'ai calculé la partie vide que j'ai déduit du volume total. Alors oui, c'est une très bonne remarque, effectivement. Vous pouvez calculer le volume du cylindre qui est vide, où il n'y a pas d'eau dedans, et vous enlevez ce volume-là du volume total de l'Erlenmeyer, et vous allez trouver facilement, effectivement, le volume plein. C'est une façon de calculer qui est tout à fait acceptable. Voilà, alors peut-on refaire un théorème de Thalès pour la question 6? Alors a priori non, puisqu'on sort un peu du théorème de Thalès, vu que dès que le volume d'eau dépasse le haut du cône tronqué, on arrive dans un cylindre, donc on se trouve plus dans des triangles. Donc ça va être un petit peu compliqué de faire du Thalès là-dedans, et on n'en aura pas besoin, puisqu'on avait déjà calculé à l'avance toutes les longueurs dont on avait besoin. Donc c'est pas ni utile ni possible de faire du Thalès pour la question 6. Alors, Flo qui nous demande comment est-ce qu'on trouve 1286 cm3 dans la question 5. Alors, hop, attendez, j'y reviens. Tout simplement, on multiplie 409,575 par pi. Souvenez-vous, la valeur exacte, c'était 409,575 pi cm3. 409,575 fois pi, vous tapez ça dans votre calculatrice, et vous avez 1286 et des brouettes. Donc ça, vous le trouvez directement en multipliant, en passant de la valeur exacte avec pi apparent à la valeur approchée en ayant tout multiplié par pi. Voilà, je vois plus de questions, donc j'espère que on arrive sur la fin de ce live, j'espère que c'était assez clair pour vous, j'espère que j'ai bien pu vous montrer la petite méthode de réflexion que moi j'utilise. N'hésitez pas, comme je vous disais, à regarder le replay, hein, il va être disponible assez rapidement sur vos différentes plateformes. Donc je vous renvoie vers le replay, on vous mettra à côté le lien vers le sujet si vous ne l'avez pas téléchargé, on vous mettra peut-être le lien du PDF de ma présentation si vous en avez besoin.
Et voilà, j'espère que ça vous a un petit peu aidé pour la géométrie. Donc n'oubliez pas la géométrie, hein, il y a beaucoup de notions à savoir, il y a des choses à connaître par cœur, des tiroirs à ouvrir. Il faut effectivement que les tiroirs soient remplis, mais il faut aussi que ça soit couplé avec une méthode de réflexion qui vous permette de ne pas rester devant votre copie pendant 1 heure à vous dire « Oh là là, il y a trop de trucs, il y a trop de théorèmes, qu'est-ce que j'utilise ?» Moi, ma petite étape de décomposition et de réflexion, c'est ce qui me permet de mettre en surbrillance les tiroirs que je vais essayer d'ouvrir un peu plus tard pour les questions. Voilà, donc bah, on s'arrête là. Je vous souhaite de bonnes révisions, bon cours pour ceux qui ont des cours, bon stage de remise à niveau de français pour ceux qui l'ont d'ici 3 quarts d'heure, s'ils nous regardent. Et merci à tous, bon courage pour les maths, et on se retrouve à l'occasion d'un prochain live. Merci beaucoup, bonne fin de journée, au revoir.